Bonjour à tous, vous regardez Chronique de campagne, 11 minutes pour décrypter la campagne présidentielle en France. Nous sommes à 13 semaines du premier tour. Au sommaire de cette édition, le candidat anti-système François Bayrou peut-il créer la surprise? Nous l'avons suivi lors de son premier meeting de campagne et en déplacement cette semaine. Les 100 derniers jours du mandat de Nicolas Sarkozy suffiront-ils à faire oublier les 100 premiers? Élément de réponse dans un instant. Et puis notre série Portrait de campagne nous emmène cette semaine à la rencontre d'un notaire qui parlera endettement et réforme fiscale. François Bayrou a décollé en critiquant la droite comme la gauche. Cette posture gaullienne contre les partis est-elle réellement anti-système ou un grand classique de la Ve République? Reportage de Lise Barcellini et de Thomas Dudzinski. Pour son premier meeting, François Bayrou a choisi une terre ouvrière, Dunkerque, dans le nord de la France. Il est venu parler à tous ceux qui pourraient être tentés par le Front National. Les petits, les obscurs, les sans grade, ce sont eux qui aujourd'hui ont besoin qu'on parle en leur nom. C'est le candidat de ceux qui depuis 30 ans, depuis des années, ont été laissés sur la touche. Et voilà le centriste Bayrou, ancien ministre de droite, sortir sa deuxième carte, celle du candidat anti-système. Il y a une co-responsabilité des deux partis, je les appelle les PPP, partis provisoirement principaux. Un centriste qui chasse sur les terres de l'extrême droite, c'est moins aberrant qu'il n'y paraît. Une certaine porosité entre certaines fractions de l'électorat virtuel de Marine Le Pen et certaines fractions de l'électorat virtuel de François Bayrou. Quelques jours avant ce meeting fondateur, nous avions retrouvé François Bayrou dans un train pour Strasbourg. Ce positionnement anti-système, il l'assume et s'en explique. Vous êtes un candidat anti-système, selon vous ? Je suis en tout cas le seul qui puisse renverser ce monopole à deux qui est exercé depuis des années par les deux réseaux, le réseau de l'UMP, le réseau du PS, avec chacun ses pouvoirs. Et en effet, le seul qui puisse renverser ça, c'est moi. Bref, un candidat anti-système, mais qui rassure. Je ressemble à son grand-père. C'est super. Voilà. Grand-père, dur, pour celui qui se rêve déjà en père de la nation. Bien sûr que je pense que c'est possible et que même il y a plus de chances cette fois-ci qu'il n'y en a jamais eu. Je vous promets qu'on va tout faire pour ça. Le troisième homme de la présidentielle de 2007 croit cette année en sa bonne étoile, surtout depuis la perte du AAA. François Bayrou avait alerté depuis 10 ans sur le risque qu'il y avait à dépenser plus qu'on ne gagne et donc de se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. François Bayrou et ses proches ont la foi, mais pour gagner la présidentielle, il en faudra sans doute plus. Et on passe à l'analyse. Bonjour Lise Barcellini. Bonjour Judith. Alors on va parler des 100 derniers jours du mandat de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est un peu la bataille des 100 jours pour Nicolas Sarkozy. 100 jours pour reconquérir la France. En fait, c'est comme si le président voulait utiliser les 100 derniers jours de son mandat pour faire oublier les 100 premiers. Les 100 premiers, c'était le très controversé bouclier fiscal, c'était aussi la soirée aux Fouquet's, les vacances sur le yacht de Bolloré. 100 jours aussi destinés à faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant son mandat. Et notamment en matière de lutte contre le chômage. Mais oui, on a vu cette semaine en mettant en scène un sommet social autour de lui à l'Élysée. Nicolas Sarkozy voulait montrer que contre le chômage, en fait, tout n'a pas été fait, qu'il pouvait encore agir, contrairement à ce qu'avait lâché en 1988 François Mitterrand. 100 jours pour forcer le destin, 100 jours placés sous le signe du volontarisme. Oui, et c'est un peu 100 jours aussi de reconquête. Sarkozy, l'outsider, le conquérant, c'est en fait une posture assez inhabituelle pour un président qui est un président sortant. Mais on sait que Sarkozy aime cette posture tout particulièrement, qu'il n'est jamais aussi bon que quand il est au pied du mur. Alors Nicolas Sarkozy multiplie les annonces pour occuper le terrain. Il le dit lui-même, il a choisi l'action. Quel que soit le calendrier politique, la crise, le chômage, les souffrances de nos compatriotes ne donnent le droit à aucun d'entre nous de rester dans l'immobilisme et dans l'inaction.
Alors l'inaction, c'est bien sûr les autres, les anciens présidents et François Hollande, son concurrent socialiste. Oui, peut-être, surtout que le chef de l'État prend bien soin en ce moment de marquer en fait à la culotte le candidat socialiste François Hollande. François Hollande qui a annoncé qu'il dévoilera son programme avant la fin du mois de janvier. Nicolas Sarkozy qui annonce que lui, il sera à la télévision le 29 janvier. Puis viendra pour le chef de l'État le temps de prendre la plume. Il prévoit de publier un livre mi-mars. Mémoire de guerre ou 100 jours qui ébranlèrent le monde, on verra. Merci beaucoup Lise Marcellini. Et c'est Nadjet Vallaud-Belkacem qui signe le tweet de la semaine. La porte-parole de François Hollande prévient les Français sur le réseau social. En mai, l'agence de notation, c'est vous. Choisissez une autre politique pour la France. Et c'est l'heure des brèves de campagne et c'est préparé par Gary Schimmelbauer. À voir cette image de François Hollande et Martine Aubry à Gandrange, on était prêt à vous dire que cette semaine, le PS était uni. Eh bien non, le parti a réussi à créer un nouveau cafouillage interne. En cause, cette fois, les 60 000 enseignants supplémentaires voulus par Hollande dans son programme. Les aubristes comme Benoît Hamon disent que ça se fera par redéploiement. Les Hollandais parlent de création de postes. Bref, on n'est pas tous d'accord. Après une mise au point de François Hollande, il s'agira bien de création. L'ancienne candidate Ségolène Royal, qui sait de quoi elle parle, livre la morale de l'histoire. Je pense qu'il n'est pas bien que les socialistes polémiquent publiquement. On a décidé cette semaine de vous parler de quelques candidats dont on ne parle jamais. Ils ne sont même pas à 0% dans les sondages puisqu'ils n'y figurent pas. François Asselineau, le candidat de l'Union populaire républicaine, sorti de l'UE, sorti de l'euro, sorti de l'OTAN, bref, je cite tout ce que les Français attendent. Il y a aussi un habitué, Nicolas Miguet, le candidat de l'Union des contribuables français. Il souhaite redonner à la France son enthousiasme par sa jeunesse. Et justement, de jeunesse, il en est question avec le plus jeune des prétendants à l'Élysée. Il n'a que 22 ans, il s'appelle Maxime Werner, militant associatif, étudiant en communication qui communique déjà très bien. Il a déjà plus de 250 signatures d'élus locaux. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une politique publique de la jeunesse. Et en effet, s'il n'y a pas de ministre de la jeunesse qui est identifiable, ça ne marchera jamais. Donc j'espère qu'ils mettront pour une fois un jeune au ministère de la jeunesse. Qui, on n'en sait rien, mais en tout cas un jeune. Il avait pourtant dit que la pipolisation de la présidentielle était criminelle en 2007. Les choses ont bien changé. Jean-Luc Mélenchon s'est confié au magazine People Gala cette semaine. Un entretien intime dans lequel il affirme vouloir écrire un livre de romance. L'ancien prof de lettres livre les détails de son enfance au Maroc et ses années au Parti socialiste. Enfin, info essentielle, il lui reste 1,5 kg à perdre pour être en forme jusqu'au premier tour. Et publier sur l'amour, c'est très à la mode en ce moment. Et chaque semaine, France 24 vous emmène sur les routes de France à la rencontre de ceux qui votent. Ce sont nos portraits de campagne. Cette semaine, direction la Dordogne dans le sud-ouest. C'est là que nous retrouvons Lionel. Il est notaire et bien occupé en cette période de réforme fiscale des plus-values immobilières, mais aussi très concerné par l'état de la dette française. C'est un reportage de Nathalie Touret et Julien Alaric. Si on avait signé après le 1er février, vous n'auriez pas été exonéré comme ça sera le cas en signant aujourd'hui. Lionel s'apprête à faire signer une nouvelle vente. Habituellement pour ce notaire, les mois qui précèdent une élection présidentielle sont plutôt calmes. Il s'agit souvent d'une période attentiste dans le secteur immobilier. Mais cette année, l'activité est intense car après la réforme fiscale sur la hausse des plus-values, les clients redoutent d'autres modifications. On va de loi de finances rectificative en loi de finances rectificative. On a une demande importante de clients qui veulent transmettre leurs biens de manière à prendre date, à bénéficier de la fiscalité actuelle qui est favorable, craignant que dans un futur proche, la fiscalité soit plus lourde, soit plus pénalisante. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'inquiétude s'est également vue du côté des notaires. L'idée d'une grande profession du droit qui aurait uni notaires et avocats a germé. Mais cette refonte totale du système juridique français a finalement été abandonnée pour le plus grand soulagement de Lionel. Selon lui, les notaires à la française protègent les propriétaires, ce qui évite notamment des saisies immobilières illégales, comme on l'a vu aux États-Unis après la crise des subprimes. Et on s'est aperçu qu'un grand nombre de saisies reposaient sur des titres qui n'étaient pas fiables, sur des procédures qui n'avaient pas été suivies de manière rigoureuse par les banques. Et de ce point de vue, une telle situation est inconcevable en France, parce que d'une part, le notaire délivre des titres vérifiés, fiables, incontestables, et d'autre part, surtout, il donne à ses clients des conseils qui ont pour but de garantir l'équilibre du contrat. À table les enfants.
Père de 7 enfants, Lionel se préoccupe également de l'avenir de sa descendance et la question de l'endettement de l'État français constitue pour lui une source d'inquiétude. S'il ne s'agissait que de dépenses d'investissement, c'est-à-dire des dépenses qu'on engage aujourd'hui et qui rapporteront demain, alors effectivement ils en bénéficieraient. Mais ce qu'on regarde, je prends l'exemple des dépenses de santé par exemple, le déficit de la sécurité sociale, cet endettement, il sert à dépenser les soins d'aujourd'hui. Donc ce ne sont pas mes enfants qui en auront profité, par contre c'est eux qui vont rembourser. Et je trouve qu'il y a une certaine injustice à leur faire supporter le niveau de vie d'aujourd'hui alors qu'on leur annonce à eux que la vie sera plus difficile. Pour l'heure, les enfants profitent de moments d'insouciance sous l'œil bienveillant d'un père qui travaille à leur offrir un présent le plus agréable possible. Et retrouvez le reportage Portrait de campagne de Nathalie Touret sur Facebook ainsi que l'émission Chronique de campagne. On termine avec cette petite image. Quand on est aveugle, on a besoin d'un guide. Parfois, mieux vaut avoir un bon chien, bien dressé, qu'un ami de 30 ans. La campagne lancée par la Fédération des aveugles et des handicapés visuels a pour vocation d'interpeller les candidats à la présidentielle, une manière d'alerter l'opinion sur les injustices subies et sur leurs droits. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton de la campagne présidentielle. Merci à vous tous.